La photographie, c'est quand même une super façon de figer un instant dans le temps. Mais parfois, c'est vrai que, sans le vouloir, certains clichés sont pris juste avant un drame. Bref, là, depuis quelques mois, je vous présente des photos qui n'ont a priori rien de bien spécial et qui, souvent, sont même plutôt joyeuses ou innocentes. Voilà, une rencontre avec une superstar, une balade en montagne, une famille au restaurant. Cependant, quand on creuse, tous ces clichés cachent parfois une horrible finalité. Eh bien, rapprochez-vous, vous êtes sur Compte Fécond et je vais vous montrer une nouvelle série de photos qui capturent les derniers instants juste avant un drame. Et d'ailleurs, en parlant de drame, il y a personnellement un truc qui me fait vraiment flipper. En fait, j'ai peur de me faire arnaquer, surtout au moment d'acheter une bagnole d'occasion. Mais heureusement, en fait, on peut éviter ces drames, sachez-le, et ceci grâce à Car Vertical qui sponsorise la vidéo. C'est fou. En fait, vous avez juste à entrer votre numéro VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule d'occasion que vous voulez acheter. Et là, vous avez un rapport simple et intuitif pour retracer et vérifier tout son historique, y compris ce que le vendeur voudrait potentiellement cacher. Là, regardez par exemple, j'ai trouvé une Ford Mustang d'occasion et je suis allé voir le rapport et j'ai bien fait parce que, en fait, il y a 3 problèmes majeurs là-dedans. Alors déjà, le compteur, il a visiblement été falsifié et regardez, ici, on passe de 45 000 à 25 000 km. Mais surtout, avec les photos, comme vous le voyez là, on peut directement voir que la voiture a pris très cher. En fait, plus bas, on trouve plus de détails avec la date de l'accident, un schéma, le coût des réparations. On a ensuite plein d'autres infos utiles comme les émissions de CO2 et les spécifications techniques. Et pour finir, on a tout l'historique de la voiture, de sa fabrication à aujourd'hui. Et du coup, là, on voit qu'elle a voyagé. États-Unis, Lituanie, Allemagne. En tout cas, pour utiliser Car Vertical, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. Là, bien sûr, en plus, moi, j'ai un code promo pour vous. Vous avez juste à entrer CONTE, C-O-N-T-E, pour avoir 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Et si jamais l'historique du véhicule est vide, vous récupérez automatiquement vos crédits. Comme ça, du coup, il n'y a pas de mauvaise surprise. En tout cas, vous contrôlez. Donc là, voilà, clairement, cette voiture me cachait des mauvaises surprises et du coup, grâce à Car Vertical, on a évité le drama. Bref, maintenant, on peut attacher nos ceintures et c'est parti pour toutes nos photos dramatiques. Parce que au programme du jour, entre autres, on va voir un exploit sportif très malchanceux, mais aussi une demande en mariage romantique qui devient tragique, ou encore une photo de 2 frères qui cachent une histoire abominable. Alors pour notre première photo, la direction la petite ville d'Andenne en Belgique. Et on est le lundi 2 novembre 2020. Et là, vers le centre du cliché, on peut apercevoir une certaine Paulette Landrieux. Voilà, elle est juste là. Et cette mère de 4 enfants semble marcher d'un pas déterminé du haut de ses 83 ans. Sauf que c'est la toute dernière fois qu'elle est aperçue. Car ensuite, impossible de la retrouver pendant 2 ans. Et là, vous avez remarqué, en fait, cette photo, c'est pas une photo tout à fait normale parce que c'est une image extraite de Google Street View. Et ça, c'est un détail important. Mais pour comprendre, on va reprendre le déroulé des événements. En fait, Paulette, qui est un petit peu âgée, c'est vrai, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle doit être aidée au quotidien pour se souvenir de manger et de prendre ses médicaments. Et ce jour-là, Paulette est dans son jardin avec son auxiliaire de vie. Mais ce dernier tourne le dos pendant quelques minutes afin d'étendre le linge. Et quand il se retourne, Paulette a disparu. Il contacte rapidement la police, assez inquiet. Là, les policiers belges viennent fouiller la zone de fond en comble, mais en vain. En fait, Paulette semble avoir disparu sans laisser de traces. Lors de la disparition, tous les abords directs de son habitation ont été fouillés et recherchés. D'importants moyens humains et techniques ont été déployés. Hélicoptères, caméras thermiques, 3 chiens pisteurs, cellules des personnes disparues. Des battues ont été organisées avec l'aide des proches et de volontaires. Toutes les options ont été vérifiées. Il est même envisagé que Paulette ait pu tomber dans la Meuse, le fleuve local. Malgré la diffusion d'un avis de recherche dans les médias, Madame Landrieux n'a jamais pu être retrouvée et aucune information probante n'a été relevée quant à sa disparition. Bon, les mois passant, l'enquête est relancée pour chercher des détails qui auraient pu échapper lors des recherches. Pourtant, toujours rien. L'enquête n'avance pas pendant 2 ans. Et le mystère hante alors la famille de Paulette qui cherche des réponses. Jusqu'au jour où un voisin se rend par hasard sur Google Street View. Et là, concours de circonstances incroyables, mais il aperçoit Paulette, quoi. À partir de ce moment, l'enquête prend un nouveau départ et après vérif, la Google Car a effectivement capturé le moment exact de la disparition. En fait, Paulette a été photographiée en train de traverser la rue et emprunter l'escalier en face, celui-là. Là, la police fonce sur place et lance de nouvelles recherches à partir de cet endroit. Et finalement, les restes de Paulette sont retrouvés quasiment 2 ans, jour pour jour après sa disparition. En fait, elle était dans le fond du jardin d'une propriété voisine. Et son corps est retrouvé alors couché en dessous d'un buisson dense de ronces impénétrables.
En fait, ce buisson semble inaccessible depuis de longues années. Et du coup, le décès serait sans doute dû à une chute ou alors un malaise. En tout cas, le corps a pu être remis à la famille, permettant enfin un deuil et un véritable enterrement. Mais c'est quand même assez fou de se dire que personne n'avait remarqué ce corps et l'odeur, j'ai envie de dire, du coup, pendant 2 ans, quoi. Sachant qu'elle reposait juste à une centaine de mètres de chez elle. En tout cas, en 2019, Google Street View avait déjà permis de mettre la main sur un corps en Floride. En fait, quelqu'un avait déjà repéré une voiture au fond d'un étang avant de le signaler à la police. Et là, le cadavre de William Mould avait été retrouvé à l'intérieur, sachant qu'il était disparu depuis 22 ans. Alors cette deuxième photo là nous amène en Amérique aux chutes du fer à cheval. Et le fer à cheval, c'est la plus grande cascade de toutes les chutes du Niagara. Et ce cliché a été pris en octobre 95. Ouais, c'est vraiment dans le décor quoi. Et là du coup dans la photo on peut voir un homme en jet ski qui tombe de la cascade. Mais ouais, quand même bien. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un accident. En fait c'est pas non plus une tentative d'en finir avec la vie. L'homme qu'on aperçoit il s'appelle Robert Douglas Overacker. Et depuis son plus jeune âge, c'est un casse-cou passionné par les sports extrêmes. Et là clairement il est en quête d'un exploit qui donnerait un sens profond à sa life. Et justement, il est frappé par la misère des sans-abri qu'il voit au quotidien dans sa ville, à tel point qu'il décide d'en faire son combat. Bon là, une idée commence alors à prendre forme dans sa tête, parce que pendant 7 ans, Robert va méticuleusement préparer un projet fou, sauter en jet ski des chutes du Niagara. Et là, le plan est de déployer ensuite un parachute propulsé par fusée afin d'atterrir en douceur. C'est un level quoi. Bon, en tout cas, l'objectif derrière est d'attirer l'attention du monde entier grâce à cet exploit et d'en profiter pour sensibiliser à la cause des sans-abri. Ça n'a pas trop de rapport là-dedans du coup, mais c'est comme il fait son exploit et puis il met en avant les sans-abri. Bon, là, faut être honnête, les proches de Robert, ils ont peur pour sa vie et ils tentent de lui dire c'est pas une bonne idée, ne fais pas ça. Robert, quand même, est fou, mais pas complètement et du coup, il accepte quand même de reporter 2 fois son projet, ce qu'il entend raison. Mais bon, à un moment, la folie quand même prend un petit peu le dessus, on va dire, ou le côté un petit peu extrême et il veut mettre son projet à exécution. Et ainsi, le jour J arrive. Son demi-frère et son meilleur ami sont présents pour immortaliser l'instant en photo. Et sur les côtés du jet ski, Robert a écrit « Sauver les sans-abri ». Comme ça, son message est bien visible. Même si, encore une fois, le rapport est pas hyper évident, quoi. Surtout que les sans-abri vont pas aux chutes du Niagara et ils ne font pas de jet ski. Enfin, je pense. Bon, en tout cas, Robert, il revoit chaque détail de son plan, il prépare et il répète tout de nombreuses fois. Tout doit être nickel. Parce que c'est quand même un peu dangereux, faut avouer. Et entre-temps, 3000 curieux se sont rassemblés pour assister à l'exploit. Et l'un d'eux a même une caméra et il filme l'événement. Et du coup, on peut voir là Robert approcher son jet ski, il a l'air confiant. Et au moment de franchir le précipice, il lève les bras en signe de victoire. Et là, comme on le voit là, il disparaît dans la brume. Bon, à ce moment-là, il tente d'ouvrir son parachute, propulsé par fusée, comme prévu, sauf que l'ouverture ne fonctionne pas. Et là, quand il réalise l'erreur fatale, c'est trop tard. Robert alors atterrit violemment dans l'eau, tout en bas, sous les yeux d'une foule un peu estomaquée. Au début, les spectateurs pensent que Robert a survécu à la chute et qu'ils se disent, bon, c'est pas grave, il est un peu courbaturé, quoi. Parce que là, en effet, quand on voit en bas, on a l'impression qu'il est en train de nager, parce qu'il y a des courants dans tous les sens. Donc on se dit qu'il est en train de s'agiter. Sauf que quand l'équipe de secouristes le récupère, non. En fait, Robert est bel et bien décédé. Au pied des chutes, Overacker a été hissé à bord d'un bateau d'excursion et ramené sur la rive. Le personnel médical a tenté de le réanimer pendant son trajet vers l'hôpital, en vain. Le corps d'Overacker ne présentait aucune blessure ni contusion apparente lors de l'examen. Son épouse a été prévenue peu après. Elle et un groupe d'amis se sont réunis au domicile du couple, mais ils ont refusé de commenter. Les gens sous-estiment la force des chutes. On parle de millions de litres d'eau dévalant les chutes en 1 seconde. En réalité, Robert n'a pas été tué par la chute, mais par la noyade. Cependant, cet événement a permis d'attirer un peu l'attention sur la cause des sans-abri. Donc, malgré son décès, ce n'était pas un échec total. D'ailleurs, son jet ski est toujours exposé dans un musée aux chutes du Niagara. Et au total, 15 personnes se sont jetées volontairement des chutes pour tenter un exploit du genre, sachant que 1/3 d'entre eux ont perdu la vie. Alors, cette troisième photo-là, elle est assez récente puisqu'elle date de 2019. Il s'agit de la toute dernière image de Steven Weber, qui est un Américain de 40 ans. Là, on le voit, il est sous l'eau avec un masque, des palmes, et il montre en fait une alliance. Juste là. En fait, le cliché laisse assez peu de doute, il s'agit d'une demande en mariage. Et ça rend l'histoire derrière, hélas, encore plus tragique. Parce que 2 ans plus tôt, Steven Weber a rencontré une certaine Kenesha par le biais d'un ami commun. Et les deux sont immédiatement tombés amoureux, ils ont vécu un amour fou. Et là, pour les 40 ans de Kenesha, le couple part en Tanzanie. Et pour marquer le coup, ils réservent quelques nuits dans un hôtel luxueux. Ils prennent même carrément la meilleure chambre à plus de $1 700 la nuit, où il avait de quoi cracher la thune. C'est beau ça, oui. Sachant qu'en fait, c'était une cabane située dans l'océan Indien, au milieu de l'eau. Et là, la chambre principale se trouve 10 mètres sous le niveau de la mer. Et elle est entièrement immergée sous l'eau, avec 4 immenses fenêtres donnant sur les fonds marins. Ça doit être magnifique. Et du coup là, après 3 jours sur place, Steven quitte la chambre d'un air mystérieux.
Et là, à la surprise de Kenesha, il réapparaît dans l'eau de l'autre côté de la fenêtre. Là, elle sort son téléphone, elle commence à filmer. Là, on voit Steven sortir un papier qui est protégé par une pochette hermétique et dessus, on peut lire une demande en mariage. Je ne peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime chez toi. Mais tout ce que j'aime chez toi, je l'aime davantage chaque jour. Veux-tu être ma femme ? Et là, juste après, Steven sort une petite boîte de son maillot de bain. Et là, il l'ouvre, il présente une alliance avant de commencer à remonter. Là, Kenesha se précipite en haut de la cabine pour pouvoir lui donner sa réponse. Sauf que, problème, Steven ne refait pas surface. Là, elle se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Elle demande à l'aide, mais impossible de joindre le personnel de l'hôtel. À un moment, Kenesha fait signe à un bateau qui passe par là. Et là, le propriétaire du bateau se rapproche et il parvient à récupérer le corps de Steven qui, hélas, à ce moment-là, est sans vie. Il tente de le réanimer, mais ça ne marche pas. Steven, tu n'es jamais sorti de ces profondeurs, tu n'as donc jamais entendu ma réponse. Oui, 1 million de fois oui, je t'épouserai. Nous n'aurons pas eu l'occasion d'embrasser et célébrer le début du reste de notre vie ensemble. Le plus beau jour de notre vie s'est transformé en le pire, dans le coup du sort le plus cruel imaginable. J'essaierai de me consoler en pensant que nous avons vécu des expériences incroyables ces derniers jours, et que nous étions tous les deux si heureux et absolument fous d'excitation dans nos derniers moments ensemble. Là, le corps a été autopsié et visiblement, il est mort de noyade. Et effectivement, comme il disait dans sa lettre, il n'a pas pu retenir son souffle assez longtemps. Après, impossible de savoir ce qui s'est réellement produit. Peut-être qu'il a eu un blackout et qu'il s'est évanoui en remontant à la surface, puis qu'il s'est noyé, ça arrive. Pourtant, Steven avait fait de la plongée à plusieurs reprises et c'était un excellent nageur. Du coup, en tout cas, c'est pour ça qu'il est toujours important d'être deux quand on fait de la plongée, au cas où il y a un pépin pour que l'autre puisse être là en backup. Alors, cette 4e photo a ému le monde entier et en même temps, elle a créé une grande polémique. En fait, elle a été prise par le photographe français Franck Fournier en Colombie, dans la ville d'Armero. Et là, la personne qu'on voit au centre, c'est une adolescente de 13 ans qui s'appelle Omaira Sanchez. Et elle est submergée jusqu'au cou dans une eau boueuse entourée de débris. Son expression est calme, avec un regard étrange, presque un peu effrayant, j'avoue. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pourquoi elle est ici? Faut revenir un peu en arrière. Là, on est en 1985 et le volcan Nevado del Ruiz entre en éruption et provoque d'énormes coulées de boue. Et elle dévale les pentes à 60 km/h en détruisant quasiment tout sur leur passage. Là, les habitants d'Armero sont surpris en pleine nuit et au moins 20 000 d'entre eux sont tués, soit à peu près les 2 tiers de la population. Là, Omaira est emportée par la boue en tentant d'aider sa grand-mère à fuir. Elle se retrouve alors coincée, les jambes bloquées sous les décombres. Là, les secouristes la découvrent alors seulement quelques heures plus tard et ils s'aperçoivent qu'elle est aussi perforée au niveau de la taille par une barre de fer. Mais personne ne parvient à la dégager des décombres. Là, les médecins présents sur place comprennent qu'elle n'a aucune chance de s'en tirer vivante. Ils vont alors devoir la regarder lentement mourir sous leurs yeux sans rien pouvoir faire. Du coup, des gens vont venir la nourrir, lui donner de l'eau, tenter de la réconforter. Et du coup, Omaira, durant ces longues heures, est effrayée, mais incroyablement digne et courageuse. Elle prie, elle chante et elle pleure aussi souvent entre des crises de panique et des évanouissements. Et quand le photographe Franck Fournier arrive, ça fait plus de 2 jours et de 2 nuits qu'elle est là. À la base, lui, il vient juste faire un reportage sur la catastrophe, mais il décide quand même de rester à ses côtés. Et là, la 3e nuit, Omaira commence à avoir des hallucinations. En fait, à force d'être immergé dans l'eau, ses mains sont devenues blanches. Son visage est enflé et ses yeux sont si injectés de sang qu'ils semblent entièrement noirs, comme je l'avais un peu dit avant. C'est vrai que les mains sont très très blanches. Cette photo, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est elle qui me l'a donnée. C'était son regard, je ne faisais que tenir l'appareil. C'est très important que cette image et d'autres aient été faites. Nous voulions montrer l'irresponsabilité des élus colombiens qui ont ignoré les alertes scientifiques. Dans ce genre de situation, il y a un silence énorme. Vous n'entendez pas un bruit d'animal. Vous entendez les cris des gens qui veulent être sauvés et que vous ne pouvez pas atteindre. Je ne voulais pas quitter cette petite fille. Je suis resté avec elle jusqu'à sa mort, au petit matin. Et là, au bout de 60 heures d'agonie, Omaira meurt, vaincue par la fatigue, la gangrène, peut-être l'hypothermie. À ce moment-là, sa photo fait le tour du monde et Franck recevra même un prestigieux prix pour ce cliché. Mais ce cliché va déclencher aussi une immense vague d'indignation. En fait, comment on peut photographier une ado qui est en train de mourir? Là, personne ne l'a aidé à sortir. Sauf qu'en vrai, il y avait aucun moyen, a priori technique, de le faire sur place. Il aurait fallu des grues, des bulldozers pour soulever les débris sur ses jambes. L'amputer des jambes aussi aurait été fatal. Et les médecins n'avaient de toute façon pas les moyens sur place de la guérir assez vite de ses blessures et de ses infections. Bref, Omaira rêvait de devenir architecte, mais à la place, elle est devenue le symbole de cette catastrophe humanitaire.
Alors, cette nouvelle photo va aborder plusieurs sujets encore plus sensibles que les précédents, et là, ça nous amène aux États-Unis en 95. Sur ce cliché, on voit une jeune femme souriante et vêtue d'un treillis militaire. Il s'agit de Tracy McBride, qui est âgée de 19 ans et engagée dans l'armée depuis 2 ans. Et malheureusement, elle va bientôt devenir la victime d'un crime abominable, juste parce qu'elle sera au mauvais endroit et au mauvais moment. En fait, le soir du 18 février 95, elle discute paisiblement au téléphone avec un ami à elle, et elle est juste à côté de la base aérienne de Goodfellow au Texas, dans une buanderie. Mais tout d'un coup, un homme surgit de nulle part, il l'attrape par surprise et tente de l'attirer jusqu'à sa voiture sous la menace d'une arme. Et là, Tracy est tout simplement en train d'être kidnappée par un ancien militaire. Lui, il s'appelle Louis Jones, il a 44 ans, il a complètement vrillé. Mon ex-mari, Louis Jones, est rentré complètement transformé après la guerre d'Irak en 1991. Il s'est mis à boire, on a divorcé, et il a finalement quitté l'armée après 22 ans de service. Il est devenu complètement fou, paniqué, hors de contrôle. 2 jours avant de s'en prendre à Tracy, il m'a enlevé à mon domicile. Il était armé d'un pistolet semi-automatique. Il m'a forcé à retirer $800 de mon compte bancaire. Et il m'a emmené chez lui où il m'a alors agressé sexuellement. Et là, justement, Louis Jones est venu jusqu'à la base militaire à la recherche de son ex-femme. Mais en arrivant, il est tombé sur Tracy. Et là, il se dit que je vais l'enlever elle à la place. À ce moment-là, un soldat non loin entend Tracy crier et se débattre. Là, il tente de venir à son secours, mais l'agresseur l'assomme avec la crosse de son arme. Et l'agresseur, donc, parvient à s'enfuir avec Tracy. Là, le soldat signale alors rapidement l'enlèvement à la police. Là, la police et même le FBI sont sur le coup et se lancent à sa recherche. Pendant ce temps-là, Louis Jones emmène Tracy chez lui et va alors la violer. Puis il va alors la forcer à rentrer dans un placard et là il va alors l'attacher avec une corde en nylon et utiliser des chaussettes pour la bâillonner. Et Louis Jones va alors ensuite obliger Tracy à effacer elle-même toute preuve médico-légale de son viol. Il va alors la forcer à prendre un bain et à utiliser un produit qui permet d'enlever les preuves physiques. Il lave ensuite ses vêtements et l'oblige à marcher sur des serviettes. En fait, là, l'objectif, c'est de dissimuler le moindre indice de crime. Et le lendemain matin, très tôt, il conduit Tracy sous un pont à l'extérieur de la ville et il achève alors son crime d'une façon inhumaine, en la battant jusqu'à la mort avec un démonte-pneus. Alors si vous vous posez la question, un démonte-pneus, ça ressemble à ça. Et elle est frappée avec une telle force que de larges morceaux de son crâne sont enfoncés dans sa boîte crânienne. Là, le médecin légiste, plus tard, dirait que le traumatisme crânien était pire que la plupart des accidents de voiture les plus violents. Bon, le temps passe et quelques semaines après, Louis Jones est arrêté après que son ex-femme ait déposé une plainte contre lui. Là, lors des interrogatoires, à un moment, il avoue tout, y compris l'enlèvement et le meurtre de Tracy. Et en fait, il avoue et il dit qu'il l'a enlevée parce qu'elle ressemblait à son ex-femme. Et il finit d'ailleurs par emmener les enquêteurs jusqu'au corps. Et là, Tracy est retrouvée entièrement habillée, à l'exception de ses sous-vêtements. Là, Louis Jones a alors été condamné à la peine de mort pour ce crime. Et l'exécution a eu lieu en 2003, soit 13 ans plus tard. Alors cette 6e et ultime photo cache l'une des pires affaires de maltraitance des États-Unis. Et là, les policiers chargés de l'enquête auront même carrément besoin d'une aide psychologique. En fait, sur ce cliché, qui a l'air vraiment anodin, on est d'accord, on peut voir 2 frères. Timothy Ferguson, âgé de 15 ans, et Paul Ferguson, âgé de 21 ans. Bon là, depuis tout petit, Timothy est handicapé, il souffre d'autisme ainsi que de troubles de l'attention, de la parole et de la motricité. Et quand ses parents divorcent, c'est le père qui obtient la garde des enfants. Et là, la mère, qui s'appelle Shanda Vander Ark, a seulement droit à 3 heures de garde par mois, sous surveillance. Vraiment, elle était bien défavorisée. Et en effet, Shanda, elle a fait l'objet de 9 enquêtes des services de protection de l'enfance. Donc, elle était quand même très problématique. Pourtant, Timothy, en 2021, donc lui, il est envoyé vivre chez sa mère. Et là, à cause d'elle, le pauvre garçon est directement déscolarisé et complètement isolé. Il va alors subir la domination de son frère aîné, Paul, ici, et de sa mère. Et en fait, ces derniers lui imposent des punitions qui relèvent vraiment de la torture. En fait, Timothy est régulièrement privé d'eau et de nourriture. Il y a même des cadenas et des alarmes qui sont placés sur le frigo et les placards. Et l'ado est même parfois forcé de manger de la sauce piquante. Une sauce piquante qui est quand même fabriquée avec les 2 piments les plus piquants au monde. Et il est puni dès qu'il tente de manger de la nourriture normale. Sa mère va alors même parfois jusqu'à le forcer à vomir ce qu'il a bouffé. Il perd alors, à cause de tout ça, régulièrement connaissance. En plus de ça, son usage des toilettes est strictement surveillé et il est puni s'il reste trop longtemps. Comme si ça suffisait pas, en plus, il est privé régulièrement de sommeil et attaché avec des menottes et il dort sur une simple bâche dans un placard sous l'escalier. Ce placard est imprégné d'une odeur d'urine et d'excréments et il est équipé de caméras et de détecteurs de mouvement. Et puis un jour, Timothy est forcé de passer 9 heures dans un bain glacé par sa mère et son frère. Là, dans la nuit, Shanda traîne alors son corps, qui est toujours en vie, et elle l'enferme dans un placard en position fœtale. Et elle lui ordonne alors de rester ici et de ne plus bouger. À ce moment-là, Timothy finit par mourir de dénutrition et d'hypothermie dans ce placard la nuit du 6 juillet 2022. Il pèse alors que 31 kg pour 1m72. Bon, peu après, Shanda et Paul sont arrêtés et incarcérés.
J'essaie depuis le début de cette affaire de comprendre comment quelqu'un a pu faire une chose aussi horrible, non seulement à un autre être humain, mais aussi à son propre enfant. Vous avez intentionnellement et systématiquement torturé cet enfant. Appelons les choses par leur nom, c'est de la torture. Vous avez torturé cet enfant. Quant à monsieur Paul Ferguson, il est à 2 doigts de devenir un psychopathe. Je ne crois pas qu'il soit sincèrement repentant. Il représente une menace publique. Là, Paul Ferguson, donc le grand frère, il est accusé de maltraitance sur mineur au 1er degré et d'actes de torture. Et il plaide coupable. Et la mère, Chanda, ne prononce pas un mot durant son procès et n'exprime d'ailleurs aucun remords. À un moment, on lui demande de regarder une photo du cadavre de son fils, qu'elle a affamé, et elle finit alors par vomir plusieurs fois devant la cour. Alors selon sa fille, c'était une mise en scène, car Chanda n'a jamais eu aucune réaction du genre lorsqu'elle a affamé et torturé son fils. Elle finit d'ailleurs condamnée en 2024 à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Eh bien écoutez, voilà pour nos photos du jour. J'espère que ces histoires, quand même assez terribles, vous auront captivé. En tout cas, autant que moi pour vous les avoir racontées. Si de votre côté, vous avez déjà eu des clichés un peu bizarres et que vous voulez me les raconter, n'hésitez pas en commentaire, bien sûr. Vous pouvez aussi, évidemment, je le rappelle, utiliser mon code promo pour avoir 20% de réduction sur votre prochain rapport Care Vertical. Le lien est dans la description, bien entendu. Sur ce, nous, on se retrouve très prochainement sur Compte Fécond et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.